Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis très heureux de vous voir ici, puisque dans le cadre de la semaine des cultures étrangères à Paris, organisée par le FICEP, et dans le cadre d'une série de programmes que nous appelons le Cénacle européen du centre tchèque, j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous deux personnes très très importantes dans le monde culturel. Et je vais commencer par notre invité étranger, donc, qui vient nous voir de Bruxelles, Charles-Étienne Lagasse, qui est le président de NIC Global. Et on va vous expliquer tout de suite, pour ceux qui ne savent pas, ce que c'est un NIC Global. Et également Joachim Umlauf, qui est à la fois président du FICEP, Forum des Instituts culturels étrangers à Paris, et directeur de Goethe Institut à Paris. Voilà, la soirée va se dérouler d'une façon suivante. Nous, on va exposer un peu ce que c'est les deux organismes, pourquoi nous les avons réunis ici ce soir, et donc cela va prendre entre 40 et 50 minutes, et après vous aurez la possibilité de poser des questions concrètes à nos deux invités, et éventuellement à moi-même, qui est le directeur du centre tchèque, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Je vais, avant de donner la parole à Charles-Étienne Lagasse, je vais essayer d'expliquer, sous son contrôle évidemment, ce que c'est ENIC. ENIC, donc, c'est un organisme qui regroupe des réseaux des instituts culturels européens, dont le siège se trouve à Bruxelles, qui a actuellement 31 membres de 26 pays, et qui a été fondé en 2006. Et en fait, ENIC s'occupe de tout ce qui est art, langue, enseignement, sciences, dialogue interculturel et le développement aussi. Si on compte tout le monde, il y a plus de 25 000 personnes qui travaillent pour ENIC dans le monde entier. Et si on additionne tous les budgets de tous les réseaux qui font partie de ENIC, donc tout le réseau des Goethe Institut, de British Council, etc., donc le chiffre d'affaires de tout ce nombre-là est autour de 2,5 milliards d'euros, ce qui est assez énorme, mais ça ne veut pas dire que c'est de ces 2,5 milliards. C'est dans notre budget. Ouais, ce n'est pas le budget, c'est ça ce que je voulais souligner justement, ce n'est pas le budget de NIC, malheureusement. Voilà. Qu'est-ce qui fait ENIC? Donc, il favorise la coopération culturelle, il crée aussi des partenariats durables entre les professionnels, encourage la compréhension mutuelle culturelle et fait la promotion aussi de l'apprentissage de langue. ENIC, c'est aussi notre représentant. Quand je dis notre, je parle pour les réseaux culturels tels que les centres tchèques par exemple, et notre représentant auprès de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe, et fait aussi le lien avec d'autres institutions, organismes culturels au travers du monde entier. Nous avons intitulé cette soirée Un pour tous et tous pour un. Je pense que la majorité de vous connaît cette phrase des trois mousquetaires. Pourquoi nous avons pris cette phrase-là comme titre de cette soirée, c'est que, comme vous le savez tous, nous nous retrouvons dans une phase de crise économique assez importante et que souvent la culture est la première victime de cette crise. Et que c'est dans la force et dans la coopération qu'on pourrait éventuellement faire face à cette crise-là. Et c'est pour cela que ces deux messieurs sont ici pour nous expliquer comment peut-on faire. J'aimerais aussi ajouter
deux autres informations concernant ENIC Global. Il développe aussi le dialogue culturel euro-chinois et récemment avec aussi des pays arabes, notamment liés à tout ce qui se passe au niveau politique dans les pays arabes, avec le printemps arabe, etc. etc. Parmi les projets phares de NIC Global, c'est aussi la Nuit de la littérature. La Nuit de la littérature que nous avons aussi installée à Paris cette année. C'était l'opération du 1er juin de cette année qui a, pour sa première année, a eu beaucoup de succès et on espère le poursuivre. Et ENIC aussi s'occupe de la plateforme de la société civile pour le plurilinguisme, ce qu'on appelle aussi maintenant polyglottie, c'est ça le programme européen qui s'appelle polyglottie. Bon, donc c'est en gros, je me suis dit, alors que nous avons le président de ENIC Global ici, je me suis dit que je vais lui économiser un peu de force pour dire ces faits-là. Et maintenant, j'aimerais lui poser la question, quelles sont les possibilités de NIC Global en matière d'aide du développement culturel dans le monde entier, en fait, puisque ENIC, c'est le monde entier, et FICEP est un organisme qui fonctionne à Paris, en France, on peut dire. Donc là, nous avons un réseau mondial et un réseau national. Voilà, avant de donner la parole aussi à Joachim. Donc, est-ce que Joachim pourrait nous dire quelles sont les possibilités, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre les clusters? Les clusters, donc, ce sont des organismes qui associent les instituts culturels étrangers dans chacun des pays et qui sont donc, on ne peut pas dire dirigés, mais disons, dirigés, on peut dire dirigés par le ENIC Global. Donc, dans chacun de clusters, par exemple à Paris, il y a le cluster de Paris qui réunit tous les membres, tous les instituts culturels qui sont à Paris et qui sont européens. Est-ce que c'est clair? Parce que parfois, pour quelqu'un qui ne connaît pas très bien cette matière-là, c'est très important de comprendre ce que c'est ces clusters. Voilà, la parole à Joachim. Merci, Michael, de chercher d'être bref et concret. Mais comme tu l'as expliqué, vous avez pu deviner que ENIC est une force de frappe, peut être une force de frappe, et que doit l'être de plus en plus. En effet, c'est, comme tu l'as dit, 31 instituts nationaux, 26 pays. Alors, la question est de l'Union européenne. Quels sont les pays qui ne sont pas membres? Il y a la Croatie qui n'a pas encore, n'a pas eu le temps d'entrer, si je peux dire, et Malte. Alors, pourquoi 26 pays alors qu'on est 31? Parce que certains pays sont représentés par 2 instituts ou même plus. Je prends le cas de la France, il y a le ministère français des Affaires étrangères, il y a l'Institut français, il y a les alliances françaises. En Allemagne, il y a le Goethe-Institut, représenté ici, et IFA, qui est un institut plutôt d'études et de recherche. Voilà. Donc certains pays sont de représentation. Mais le but, chaque fois, est de réunir tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent à la promotion de la culture à l'étranger. C'est ça le point commun. Alors, la force de frappe, le point fort de ENIC, c'est, comme tu l'as rappelé, ce qu'on appelle les clusters. Bon, c'est un complet des pôles, disons. Chaque fois que dans une ville, dans le monde, il y a au moins 3 organismes qui sont représentés, eh bien, ils peuvent former un cluster, et on a 89 clusters pour l'instant. Ils s'en créent chaque mois de nouveau. Et 89 clusters, 39 en Europe et 50 à l'extérieur. Donc la question, pour répondre de manière un peu précise à ta question, c'est il faudra savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire en Europe et qu'est-ce qu'on doit faire en dehors de l'Europe. Très brièvement, les organes
l'organe de ce réseau, c'est une assemblée générale des heads, comme on dit, des chefs, qui se réunissent 2 fois par an, mais il y a un bureau à Bruxelles avec 2 personnes et donc certainement pas un budget de 2,5 milliards. Il y a un budget qui est alimenté par des cotisations qui vont de 40 000 à 1 000 euros, mais selon l'état de richesse du pays. Et nous avons un groupe stratégique qui tâche de réfléchir et de donner des impulsions. Donc pour être dans la réponse, donc je pense que, oui, alors il y a un trio présidentiel. Donc il y a 3 personnes qui forment la présidence, et c'est une présidence qui est tournante, mais qui a une certaine continuité, parce que quand on est élu, d'abord on est 2e vice-président, puis on devient 1er vice-président, puis comme c'est mon cas, moi c'est ma 3e année, je suis président. Mais donc la prochaine présidence sera suédoise et la suivante sera finlandaise, et donc on tâche aussi d'alterner le nord, le sud de l'Europe, l'est et l'ouest, etc. On a une présidence roumaine antérieurement, par exemple, portugais, etc. Donc, pour être concret, ce que nous essayons de faire, je vais tâcher de donner les lignes d'un peu le programme de la présidence actuelle, c'est d'abord, effectivement, d'être au service des pôles, des clusters, et à travers eux, de la projection d'un certain nombre de choses par rapport aux populations, évidemment, parce que ce n'est pas les clusters pour les clusters, c'est pour travailler avec un certain nombre de populations. Et là, on pourrait distinguer qu'est-ce qu'on veut faire à l'intérieur de l'Europe, qu'est-ce qu'on veut faire à l'extérieur de l'Europe. Et pour vous donner un certain nombre d'exemples de ce que nous faisons pour soutenir les clusters, et on essaie d'améliorer les choses chaque fois, et cette année-ci, on va tâcher d'avoir une série de programmes, on a créé un fonds de soutien à nos activités, par exemple. On fait un appel d'offres pour des projets les plus originaux et qui correspondent le plus à nos possibilités. Nous leur proposons aussi des concepts, c'est-à-dire un certain nombre d'opérations comme les nuits de la littérature, comme des expositions circulantes ou des produits ou des types de débats qui peuvent circuler. Nous leur proposons un programme de formation des cadres. Nous allons leur proposer un programme d'échange de membres des équipes. J'appelle ça l'académie ionique, c'est-à-dire qu'on pourrait s'échanger pour quelques semaines ou quelques mois des collaborateurs, mais aussi faire appel à un programme européen qui s'appelle le service volontaire européen de la jeunesse pour avoir des volontaires qui travaillent dans les clusters ou dans les organismes pour avoir de la main-d'œuvre en renfort. Nous avons également des sessions de formation. Il y a donc toute une série d'aides, mais surtout, et j'y arriverai tout à l'heure plus en détail, nous voulons amener les pôles, les clusters, à pouvoir être capables d'entrer dans des projets européens de plus grande ampleur, et notamment ceux qui sont soutenus par la Commission européenne. Mais j'y arriverai tout à l'heure parce que ça vise aussi les membres eux-mêmes. Alors, par rapport, qu'est-ce que nous avons comme interlocuteur? Nous avons les institutions européennes. Nous travaillons avec la Commission européenne, nous travaillons avec le service européen d'action extérieure, on essaye de conscientiser le Parlement européen pour vraiment motiver, si possible, les institutions européennes pour mettre le maximum de culture dans leur programme, mais aussi dans les programmes extérieurs. Et pour vous donner deux formes d'action concrètes. Le service européen d'action extérieure, c'est donc le service qui est dirigé par Mme Ashton. C'est un Français qui est le plus haut fonctionnaire. Et c'est une sorte de ministère des Affaires étrangères qui est en constitution de l'Union européenne. Il n'y a pas un seul responsable dans cette énorme administration en construction, il n'y a pas un seul responsable à lui. C'est eux qui dirigent toutes les ambassades de l'Union européenne à l'étranger, qu'on appelle les délégations. Partout en dehors d'Europe, dans tous les pays en dehors d'Europe, il y a une délégation de l'Union européenne. Il n'y a pas de représentant, sauf probablement à Pékin, de responsables en matière culturelle. Et là, nous disons, il y a une force de frappe qui est à votre disposition, messieurs les Européens, puisque vous n'avez pas d'outils culturels. En plus, la culture n'est pas dans les compétences principales de l'Union européenne. Travaillons ensemble. Vous avez besoin de nous, nous avons besoin de vous. Et, pour vous donner un exemple, on a fait une première étape le 3 juillet dernier, en accord avec
le service en question, le service européen d'action extérieure, on a rencontré une fournée de, si je peux m'exprimer ainsi, d'ambassadeurs qui allaient prendre leur poste, qui allaient partir. Donc une trentaine d'ambassadeurs qui allaient partir, je sais pas moi, en Malaisie, au Japon, Santiago, dans les pays arabes, etc. On leur a dit, mais vous allez trouver sur place, un certain nombre en tout cas, vous aurez là un cluster ionique qui travaille sur le terrain. Ce sont des experts en matière culturelle qui connaissent la société civile. Au lieu de commencer à faire le tour des adresses, etc., vous avez des gens qui sont prêts à travailler avec vous en tant qu'Européens. Voilà un service très concret que l'on peut donner à l'Union européenne. L'étape ultérieure, ça c'est un de mes projets, un de mes rêves, mais qui devient un projet, tout doucement, c'est d'avoir un module de formation pour que les diplomates européens puissent être formés avant de partir en poste aux matières culturelles de dialogue interculturel. Donc ça c'est par rapport au service européen d'action culturelle. L'autre aspect c'est la Commission européenne. La Commission européenne a des programmes et lance des appels régulièrement. C'est des appels à proposition, des appels à contrat de service, etc. Alors là, je parle en présence, je vais aller sous le contrôle, mais avec un représentant du Goethe. Il faut savoir que dans la famille des instituts européens, il y a les grands, les tout grands, c'est les Allemands, le Goethe, c'est le British, l'Institut français, parfois le Cervantes. Et alors il y a tous les autres. Il y a, je sais pas, les Autrichiens, les Slovènes, les Suédois, les Belges, les Hongrois, les Tchèques, etc., qui ont envie de travailler aussi, mais qui n'ont pas l'armada de collaborateurs à Bruxelles. Il faut voir, le Goethe Institut, il est bien outillé à Bruxelles, le British Council, ils ont des gens qui passent leur temps à éplucher tous les rapports de la Commission européenne pour savoir où on peut trouver l'argent, etc. Et l'idée, c'est de travailler ensemble. C'est ça le principe de l'Union. C'est quelque chose qu'ils acceptent, je veux dire. D'ailleurs, un des anciens présidents de l'Union qui était un président du Goethe, puis le tout premier était du British, donc ils avaient compris l'utilité de travailler ensemble. Et j'ai envie de dire, plus que jamais, puisque c'est la crise financière, budgétaire, on réduit les budgets à peu près partout. Je me suis laissé dire que le Goethe n'aurait pas coupé, tant mieux pour eux. Les Suédois non plus, jusqu'à présent, mais à peu près tout le monde a eu des coupes budgétaires. Donc, je dirais, l'UNIC, plus que jamais, c'est l'enfant de la crise, a besoin tout le monde a besoin de travailler ensemble. Et donc, c'est un peu ça qu'on essaie de faire, c'est d'être opérationnel pour, j'utilise le terme, on est un peu un incubateur de projets européens, pour rentrer des projets à la Commission européenne et pour utiliser cet argent à des projets ensemble. Alors, vous allez dire, mais c'est quoi vos projets? Bon, on a 89 clusters, il y a une autonomie, ces clusters, ils ont des activités, chaque semaine, il y a quelque chose qui se passe dans le monde, les journées des langues, moi je viens de Berlin, ce matin j'étais à Berlin, il y avait la journée des langues à Berlin, hier il y a la journée des langues dans différents pays d'Europe, etc., à Bucarest aussi, etc., certainement à Prague, et donc ça c'est quelque chose qui est organisé par les différents clusters, mais dans un programme plus global, certes. Mais chaque cluster a ses initiatives, il y en a qui font des festivals de jazz, ou des festivals européens, de cinéma, etc. Donc ça c'est très bien et ça fonctionne bien. Mais nous voulons parfois lancer des projets un peu plus stratégiques. Qu'est-ce qu'on fait avec la Chine? Tu l'as évoqué. Qu'est-ce qu'on fait avec les pays arabes? Alors, pour prendre la Chine, ça fait maintenant 6 ans qu'on tâche, c'est pas toujours facile, d'avoir un dialogue avec des artistes et des experts sur des sujets d'intérêt commun. Donc chaque année, il y a une rencontre entre artistes, experts, académiciens, professeurs d'université, chinois d'un côté. Notre partenaire, c'est l'Académie chinoise des arts, l'Académie nationale des arts chinoise, et qui dépend du ministre de la Culture. C'est une force, mais en même temps une faiblesse. Bon, disons-le comme ça, diplomatiquement. Mais c'est un partenaire qui est quand même important et stable. C'est-à-dire que depuis maintenant 6 ans, on travaille avec eux. Et une fois par an, on fait une grande rencontre, alternativement en Chine et en Europe. Et donc dans 15 jours, il y aura le 5e dialogue
Europe-Chine sur le plan culturel. Vous allez dire pourquoi 5e alors que c'est la 6e année, c'est qu'on a perdu une année hier et l'année dernière il y a eu quelques troubles en Chine, dans la ville où nous avions programmé, on devait faire cette rencontre à Chongqing, qui est une petite ville de 5 millions d'habitants en Chine, et vous avez peut-être vu dans la presse que le maire vient de se faire condamner à perpétuité, sa femme a été condamnée à mort, il y a eu c'est vraiment une affaire de roman policier, donc ça a un peu retardé nos... Ça n'aura pas lieu à Chongqing, ça aura lieu à Xi'an, mais il y aura quand même quelque chose. Mais donc, c'est un aspect de notre dialogue avec la Chine, mais je crois qu'on doit faire plus et on doit avoir quelque chose d'un peu structuré d'échange entre la Chine et l'Europe sur le plan culturel, avec, et peut-être que les questions viendront là tout à l'heure, ou les réflexions, avec toutes les difficultés et tous les pièges, mais aussi toutes les opportunités qui peuvent se présenter. Un autre type de programme phare, comme nous l'appelons, c'est on a proposé à 7 pays arabes, 3 pays du Maghreb et pays du Mashrek, Jordanie, Liban, Égypte et Palestine, de travailler avec eux pour soutenir les valeurs de la modernité et de la créativité dans le secteur culturel. Et donc c'est plusieurs programmes qui rentrent dans un programme phare où nous utilisons parfois l'argent de la Commission européenne, parfois d'autres financements possibles. Et donc c'est vraiment tâcher de montrer que les Européens soutiennent les milieux culturels de ces pays-là qui sont tournés vers la modernité. Il y a un élément valeur, un élément aussi liberté, le statut de la femme, tout ça est lié à ça, mais également aussi les industries culturelles. Par exemple, on a fait à Amman une rencontre il y a 2 ans de 190 créateurs arabes dans tous les secteurs culturels. Bien, un certain nombre d'entre eux ne se connaissaient pas entre eux et donc il y a des liens qui se sont créés. Et il y a un dynamisme qui s'est mis en marche. Voilà donc quelques exemples de projets que nous avons. Qu'est-ce que je voudrais aussi je crois que l'essentiel est là, hein, c'est que nous voulons être au service des pôles qui sont vraiment notre force de frappe, mais aussi au service des membres qui ne sont pas tous outillés comme les grands, et de travailler dans un esprit européen. Voilà. C'est ça le principal. Par ailleurs, oui, j'ajoute, le bureau est à Bruxelles. Il se fait par coïncidence que le président aujourd'hui, pendant un an, à savoir moi-même, je suis bruxellois, donc je représente l'ami Bruxelles. Et donc j'ai la chance d'être sur place, et donc les contacts avec les institutions européennes sont un peu plus faciles. Pas parce qu'on habite Bruxelles qu'on va voir M. Barroso tous les jours, hein, c'est pas ça, mais il y a quand même une présence qui permet d'avoir des rendez-vous. Et donc l'idée est quand même de pousser les institutions européennes pour leur dire, écoutez, mettez plus d'accent sur la culture. Parce que, et ça c'est la question de fond, c'est que depuis des années maintenant, certainement depuis 2008, les institutions européennes, ça a commencé avec la présidence française à peu près du Conseil de l'Union européenne, mais les Slovènes ont également fait ça, et puis les autres aussi, de dire il faut que les relations extérieures de l'Union européenne prennent une dimension culturelle. C'est ce qu'on appelle le soft power, etc., donc la diplomatie culturelle. L'Europe doit aussi avoir un volet culturel à sa politique extérieure. Il y a des déclarations, le Parlement européen a voté une recommandation où Ionique est cité 2 fois en disant c'est le bras armé de l'Europe pour faire ça. Il n'y a pas un budget, il n'y a pas un euro. Hein. On vous répond à la direction culture, des directions générales culture, éducation, jeunesse. L'argent c'est pour l'intérieur, pas pour l'extérieur. Quand vous allez aux directions extérieures, notamment le service de Mme Ashton, il n'y a pas un fonctionnaire, et pas un budget, pas un euro pour faire la culture. Alors, d'une certaine manière, ça rend Ionique d'autant plus nécessaire, mais notre rôle est aussi de faire du lobbying à Bruxelles pour dire mettez de l'argent sur la culture. Parce que l'Europe a une force dans sa culture. Et c'est pas seulement, je termine par des questions peut-être un peu plus fondamentales que la cuisine d'Ionique. L'Europe, c'est quoi sur le plan culturel? C'est des intérêts, et c'est des valeurs, et c'est le soutien au développement. C'est des intérêts, c'est-à-dire qu'il y a des marchés énormes. Prenez la Chine. Dans le dialogue, je donne un tout petit
soi-disant, le dialogue qu'on aura avec la Chine, j'ai poussé des jeux vidéo sociaux, c'est-à-dire on fait jouer les gens en rue pour montrer qu'il y a des technologies européennes qui peuvent très bien, et suivant ça va marcher, ça peut marcher, de dire que nous avons des entreprises innovantes chez nous qui produisent des technologies adaptables et adaptées aux industries culturelles qui peuvent trouver des débouchés, évidemment. Donc nous avons aussi ce rôle. Mais on a nos valeurs à travers la culture, c'est aussi c'est l'égalité de l'homme et de la femme, c'est les valeurs démocratiques, c'est la valeur de la liberté de l'artiste de créer, etc. Avec la Chine, c'est pas toujours facile, mais on peut leur dire aussi, on a quand même des défis communs. Par exemple, comment est-ce que la culture peut être une réponse au développement durable des villes. Ça c'est un sujet qui n'est pas trop sensible et qui peut être commun. Mais on peut aller jusqu'à dire quelle est la distance idéale, optimale que doit avoir l'État par rapport aux artistes. Pas trop proche parce que ça devient de l'interventionnisme, on a connu ça dans les pays comme le tien, mais pas trop loin non plus parce que alors c'est le système libéral total avec le système où l'artiste n'a pas de soutien et c'est du commercial plus simple. Donc cette question-là, on peut dialoguer. Un autre thème qui pourrait être aussi intéressant avec plusieurs cultures, peut-on rire de tout? Peut-on faire de l'humour? Et j'ai l'idée d'un projet avec des cartoonistes, donc des caricaturistes, Plantu en France ou d'autres, mais il y a une caricaturiste tunisienne, il y a un caricaturiste palestinien, il y a un israélien, des Belges, etc., qui se sont réunis dans une association qui s'appelle Cartooning for Peace. Et il y a un film qui est passé sur Arte, Félidri. C'est un thème, à mon avis, très intéressant parce qu'à travers la culture, à travers la création, on touche des choses comme le rapport à la religion, le rapport au genre, le rapport au pouvoir politique, etc. Et donc là, il y a des sujets que on touche les valeurs. Et enfin, il y a tout l'aspect coopération au développement. Nous avons produit, au moment de la présidence belge de l'Union européenne, avec UNIC, un recueil d'exemples. Culture et développement. Comment la culture peut être un outil mis au service du développement des pays du Sud. Vous voyez, donc, c'est pas uniquement des petites rencontres artistiques, c'est à travers la culture, les arts, etc., c'est de toucher des valeurs comme celle-là, nos intérêts, nos valeurs et le soutien à ces pays qui sont en développement. Voilà, pour ma introduction, je pense que... Merci beaucoup. Maintenant, on va parler un peu du FICEP. Nous vivons à Paris une situation un tout petit peu paradoxale, puisque Joachim Moulin préside à la fois le FICEP, mais il est aussi président de NIC, donc du cluster, du pôle unique de Paris. C'est une situation qu'il va sûrement expliquer pourquoi on est arrivé là. Et je voulais aussi dire tout simplement que le FICEP, dans Paris, et ça aussi c'est assez paradoxal, est en quelque sorte un peu, je ne sais pas si j'ose dire, plus fort que NIC. Déjà, c'est un organisme qui a été fondé 4 ans avant la création de NIC, donc en 2002, et qui regroupe 51 membres. 51 membres, c'est énorme, c'est énorme puisque nous ne sommes pas limités aux pays européens, donc nous sommes ouverts aux Américains, aux membres de la Russie, d'Asie, d'Extrême-Orient, de Moyen-Orient, etc. Donc c'est pour ça, et Paris aussi, c'est une ville où il y a le plus grand nombre d'instituts culturels au monde, beaucoup plus que même à New York ou à Moscou ou ailleurs. Donc, ce FICEP, donc Forum des instituts culturels étrangers à Paris, c'est un peu long comme nom, mais c'est comme ça. Le FICEP est donc assez fort et assez bien établi sur Paris. Et donc, je demanderai Joachim Umlauf, qui est à la fois, je le rappelle, directeur de l'Institut de Paris, comment il sent cette situation que
qu'en fait un NIC fait partie du FICEP et non pas l'inverse. Donc voilà, c'est assez paradoxal, mais voilà, c'est l'exception française à l'échelle internationale. Oui, merci beaucoup Michael d'avoir introduit et puis d'avoir posé cette question. Je voudrais éviter d'être trop technique, d'autant plus que j'ai l'impression que certains d'entre vous connaissent assez bien le FICEP, sont les représentants du FICEP. Je vais essayer de me limiter à quelques réflexions.